Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, Wimbledon a été créé, le lawn tennis commence à vraiment se développer, il passe les frontières, il se développe dans le monde, les États-Unis d'abord, la France, l'Australie, et puis c'est le début des grandes compétitions. Comment cela s'est-il passé? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo consacrée à l'histoire du tennis. Juste avant de lancer la vidéo, je vous rappelle, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous, ça prend une seconde, c'est fait, partagez la vidéo avec un ami. Et puis très important pour moi, n'oubliez pas de laisser un commentaire, s'il vous plaît, pour me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup. C'est parti, je vous dis à demain. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, développez votre tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. À demain. L'envol du tennis, 1880-1910. Les débuts des grandes compétitions internationales et la naissance de l'ILTF, 1913. Imagine, nous sommes dans les années 1880, le monde change, les trains sifflent, les bateaux transatlantiques deviennent des passerelles et Wimbledon n'a même pas 10 ans. Et pourtant, le tennis, ce petit jeu de pelouse inventé pour occuper les après-midi anglaises, commence déjà à s'infiltrer dans l'Europe, puis dans le monde. Et en France, là aussi, la graine germe. Très tôt, les tout premiers cours apparaissent. À Dinard, petite station balnéaire bretonne où les Britanniques en vacances importent leur sport comme on apporte ses valises. En parallèle, sur la Riviera, des Anglais fortunés posent leurs raquettes sur la Côte d'Azur. Les frères Reynaud, stars des tout premiers Wimbledon, passent leur été à Cannes où l'on joue déjà sous les palmiers, raquettes à la main, lunettes rondes, moustaches impeccables. Et bien sûr, il y a Paris qui voit ce nouveau sport débarquer dans ses clubs élégants, d'abord réservés aux communautés britanniques, mais déjà prêt à se répandre comme un parfum de modernité dans toute la capitale. Le lawn tennis arrive aux États-Unis en 1874. Mary Outerbridge en rapporte la première panoplie depuis les Bermudes, tandis que James Dwight, après l'avoir découvert en Angleterre, en devient le véritable fondateur, aux USA organisateur et diffuseur national. Entre la légende de Staten Island et l'action déterminante de Dwight à Boston, le tennis américain naît ainsi d'une rencontre entre mythe et réalité. En 15 ans, le tennis quitte les salons et les jardins anglais pour devenir un phénomène européen. Et maintenant, l'aventure va devenir mondiale. Les premiers championnats nationaux, le tennis sort de l'Angleterre. Wimbledon a ouvert la voie et très vite, les autres nations se disent « Hey, nous aussi on veut notre championnat !» Les dates s'accélèrent. 1879, les premiers championnats irlandais, très sérieux, superbement organisés. 1881, les États-Unis créent les US National Championships à Newport. 1884, l'Australie emboîte le pas. 1892, la France organise son premier championnat national, encore réservé aux membres des clubs étrangers à Paris. Le tennis n'est plus une lubie anglaise, c'est un langage universel en train de naître, une grammaire de gestes et de rebonds que tout le monde veut apprendre. On trace des cours partout, dans les clubs privés, sur les plages, dans les jardins, sur les toits d'hôtels. Et les joueurs de plus en plus passionnés traversent l'Europe, puis les océans, en bateau ou en train. Ils voyagent des semaines entières pour jouer un match. Et à chaque arrivée, dans chaque gare ou chaque port, on les accueille comme des aventuriers, des pionniers du sport moderne. Mais un problème grandit, chaque pays joue à sa manière. Les Anglais ont leurs règles. Les Américains modifient. Les Français arrangent. Les Australiens adaptent encore. Très vite, c'est le chaos total. Ce qui est faux à Londres ne l'est pas forcément à Melbourne. Ce qui est un bon service à New York est discutable à Paris. Les surfaces changent, les filets aussi, les façons de compter les points encore plus. Chaque tournoi devient une sorte de dialecte du tennis. Charmant, mais ingérable. Et les joueurs grognent. Comment voulez-vous jouer correctement si les règles changent à chaque frontière ? Le tennis a besoin d'un arbitre au-dessus de tous, d'une voix unique, d'une structure mondiale. Les premières grandes idées internationales. Les clubs discutent, les fédérations se rencontrent, et une idée émerge peu à peu. Et si le tennis a fait une organisation internationale ? Une autorité capable de harmoniser les règles,
organiser les compétitions, défendre le sport, gérer les calendriers et régler les conflits entre nations. Il y a urgence. Les championnats se multiplient, les joueurs voyagent, les premiers tournois internationaux apparaissent. Et le tennis féminin commence à se développer, ajoutant une dimension essentielle à prendre en compte. Le monde du tennis bouillonne. Il faut une structure. 1913, Paris, la naissance de l'ILTF. Et enfin, le moment arrive. Paris, 1913. Dans une grande salle, 12 nations sont réunies. L'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, 12 pays prêts à écrire ensemble un chapitre fondateur. Les débats sont animés, les visions parfois opposées, mais une idée finit par triompher. L'avenir du tennis sera international. Ce jour-là, il signe la création de l'International Lawn Tennis Federation, l'ILTF, la future ITF. Et à partir de ce moment, les règles sont unifiées, le sport possède une voie mondiale, le calendrier peut être structuré, les grands tournois peuvent se développer, le tennis devient officiellement un sport international et organisé. Un acte de naissance, une fondation, le socle sur lequel repose le tennis d'aujourd'hui. Conclusion. En 30 ans, entre 1880 et 1913, le tennis est passé d'un jeu d'aristocrates anglais à un sport mondial. Organisé, codifié, stabilisé. Les championnats se sont multipliés, les joueurs ont traversé les continents, la France a joué un rôle essentiel. Dinard, la Riviera, Cannes, Paris. Les règles se sont harmonisées, l'ILTF est né. Grâce à cette période frénétique, passionnée, parfois chaotique mais profondément visionnaire, le tennis a appris à parler d'une seule voix. Et le plus beau, c'est que ce n'était encore que le début d'une histoire destinée à enflammer la planète entière. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.